21 novembre. Poutine annonce une victoire totale à Kupiansk. Il affirme que la ville est complètement sous contrôle russe. Quelques semaines plus tard, le 12 décembre, Zelensky enregistre ceci. Il dit « Beaucoup de Russes ont parlé de Kupiansk. Nous voyons comment sont vraiment les choses. » Attends, cela n'a pas de sens. Si la ville est sous contrôle russe, comment le président ukrainien peut-il s'y trouver personnellement, dans la zone de mort ? L'une de ces versions est un mensonge, l'autre, eh bien, vient de détruire toute la stratégie de Poutine pour les négociations de paix. Commençons par le début. Le 20 novembre 2025. Poutine apparaît à la télévision russe, vêtu d'un uniforme militaire. Ce n'est pas n'importe quel uniforme, c'est du pur théâtre. Une mise en scène pour le peuple russe. À ses côtés, le général Valery Gerasimov, commandant militaire des forces armées russes. Et c'est Gerasimov qui fait l'annonce. Les troupes du secteur ouest ont libéré la ville de Kupiansk et poursuivent la destruction des forces ukrainiennes. Sur la rive gauche de la rivière Oskil, Poutine ne laisse rien passer. Il doit confirmer, poser cette question qui restera gravée à jamais. Il demande alors « Cela signifie que c'est fini, que c'est terminé, que c'est complètement sous notre contrôle ?» Gerasimov répond avec une précision militaire. « Oui monsieur, exactement. La ville est complètement sous notre contrôle. » Voilà, c'était déclaré, Kupiansk était tombé. La télévision d'État russe a diffusé cette nouvelle sur toutes les chaînes. Les journaux ont publié des gros titres célébrant la victoire. Poutine venait d'offrir au peuple russe une nouvelle conquête dans une guerre qui durait déjà depuis presque 4 ans. Mais il y avait un énorme problème. Rien de tout cela n'était vrai. Pendant que Poutine déclarait la victoire à la télévision, des soldats ukrainiens à l'intérieur de Kupiansk regardaient Darbo l'annonce. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont ri et se sont filmés en se moquant des déclarations russes, car ils étaient sur place et connaissaient la réalité. La ville n'était pas du tout sous contrôle russe. Avant de comprendre pourquoi Poutine a inventé cette histoire, vous devez comprendre pourquoi Kupiansk est si importante, pourquoi cette ville est devenue le centre d'un mensonge aussi audacieux. Kupiansk n'est pas seulement une ville, c'est un point d'approvisionnement crucial. 5 lignes de chemin de fer s'y rencontrent. Celui qui contrôle Kupiansk contrôle le transport des approvisionnements, des armes et des soldats pour toute la région de Kharkiv et de Louhansk. Pour les Russes, capturer cette ville reviendrait à ouvrir une porte directe vers l'est de l'Ukraine. Ils pourraient déplacer du matériel lourd par chemin de fer, ce qui est infiniment plus efficace que le transport routier pour les chars et l'artillerie. Et il y a plus que ça. Kupiansk se trouve sur les rives de la rivière Oskil, qui est devenue une ligne de défense naturelle pour l'Ukraine. Si les Russes parvenaient à traverser et à prendre la ville, ils forceraient les Ukrainiens à se replier sur des positions bien pires. Perdre Kupiansk signifierait perdre tout le système de défense de la région. Voici la partie diplomatique, où les choses deviennent vraiment intéressantes. Il y a quelques semaines, les discussions de paix prenaient de l'ampleur au sein de la nouvelle administration Trump. Plusieurs plans de négociation circulaient, y compris un plan controversé comportant 28 propositions, qui incluait la reconnaissance des territoires occupés et la limitation de la taille de l'armée ukrainienne. Poutine avait besoin d'atouts en main. Il devait s'asseoir à la table des négociations et dire « Regardez la carte. Nous contrôlons ces villes, vous devez le reconnaître. » Et Kupiansk était l'une des pièces maîtresses de cette stratégie. Il pouvait présenter la prise de la ville comme déjà faite. Il pourrait utiliser cela pour forcer l'Ukraine à accepter la rivière Oskil comme frontière de l'accord. La réalité sur le terrain différait totalement des propos de Poutine à la télévision. Oui, les Russes Toyit avaient réussi à infiltrer de petits groupes dans la ville, mais s'infiltrer n'est pas la même chose que contrôler. Leur tactique était étrange en fait, assez désespérée. Les Russes ont découvert qu'ils ne pouvaient plus se déplacer en surface. Les drones ukrainiens couvrent absolument tout. Tout mouvement à l'extérieur est détecté et attaqué en quelques minutes. Alors,
Ils ont trouvé une solution créative, un oléoduc abandonné. Ces soldats russes ramperaient à l'intérieur de conduites souterraines pour entrer dans la ville, sans être détectés par les drones. C'est un retour à la guerre médiévale, mais pour une raison moderne. La technologie des drones a forcé les Russes à littéralement s'enterrer pour survivre. Voici la question. Ces groupes infiltrés n'avaient aucun moyen de garder le contrôle. Ils étaient isolés, sans ravitaillement adéquat, encerclés par les forces ukrainiennes. Kupiansk était disputé avec de violents combats urbains, et non une ville sûre sous contrôle russe. Des personnes extérieures ont commencé à démentir l'histoire du Kremlin. Même les blogueurs militaires russes, qui soutiennent toujours la guerre, ont admis que Kupiansk n'était pas sous contrôle. La ville n'était pas capturée, elle était disputée. Voici où Poutine intervient, avec ce coup risqué. Le 2 décembre, Poutine lance une invitation publique. Il a invité des journalistes internationaux, même des journalistes ukrainiens, à venir à Kupiansk et à voir de leurs propres yeux que la ville était sous contrôle russe. L'invitation était réelle. La partie ukrainienne est prête à suspendre les hostilités pendant plusieurs heures, 2, 3 ou 6 heures, pour permettre à un groupe de journalistes d'entrer dans ces zones, voir ce qui s'y passe, parler aux troupes ukrainiennes sur place et repartir. Le problème, c'est que le Kremlin n'a jamais facilité l'entrée de ces journalistes. C'est simple, cela dévoilerait la supercherie. Mais il y a quelqu'un qui a accepté l'invitation et ce n'était pas un journaliste. Le 12 décembre, Volodymyr Zelensky apparaît à Kupiansk. Même le président de l'Ukraine se rend dans une ville qui était censée être entièrement sous contrôle russe. 3 semaines plus tôt, il enregistre une vidéo à 2,6 km du centre-ville. Il porte un gilet pare-balles. On peut entendre des explosions en arrière-plan. Le combat continue, pas le nom, mais il est là, physiquement présent, souriant, parlant avec des soldats ukrainiens, laissant un message très clair. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur la ligne de front, afin que l'Ukraine puisse obtenir des résultats en diplomatie. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Des positions fortes liées à l'intérieur du pays, signifiant des positions fortes lors des discussions sur la fin de la guerre. Cette visite n'était pas seulement courageuse, c'était un coup intelligent. Zelensky a prouvé de son propre corps que Poutine mentait. Et, plus important encore, il montrait que la ligne de contact n'était pas là où Moscou prétendait qu'elle était. La ville n'était pas perdue. L'Ukraine se battait encore pour elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La brigade Kartia, un groupe de soldats expérimentés qui a combattu à Bakhmout et défendu Kharkiv depuis le début de la guerre, a lancé une contre-attaque dévastatrice. Cette brigade compte entre 1500 et 5000 soldats extrêmement entraînés. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. La première cible, ce pipeline que les Russes utilisaient pour entrer en cachette. Le régiment Achille, une unité des forces spéciales, a complètement détruit la canalisation. Avec cela, la route secrète d'approvisionnement des Russes a tout simplement cessé d'exister. Les soldats infiltrés se sont retrouvés complètement isolés. Puis l'opération de nettoyage a commencé. La brigade Kartia a libéré le quartier résidentiel de Yuvilaïny, au sud-ouest de Kupiansk. Ce quartier est situé sur un terrain surélevé, ce qui permet de tirer sur toute la ville. Les Ukrainiens ont utilisé des explosifs pour démolir des immeubles de grande hauteur qui étaient occupés par des tireurs russes. Ils ont littéralement aveuglé les troupes russes dans la région. Et voici la partie la plus ironique. Toute cette histoire rappelle que Poutine avait dit que 15 bataillons ukrainiens étaient encerclés à Kupiansk. Encore un chiffre inventé. Vous savez qui a vraiment été encerclé ? 200 soldats russes. Pas 15 bataillons ukrainiens. 200 Russes coupés de leur ravitaillement, piégés sans issue dans les quartiers industriels de la ville. Alors, le commandement russe a tenté quelque chose de désespéré. Ils ont commencé à utiliser des drones de transport pour essayer de ravitailler ces soldats piégés. Mais il y a un détail qui montre leur niveau de priorité. Certains de ces drones transportaient des drapeaux russes au lieu de nourriture ou de munitions. Des drapeaux pour prendre des photos de propagande prouvant qu'ils étaient là pendant que les soldats mouraient de faim. Le résultat final de cette opération a été choquant.
plus de 1000 soldats russes tués, des villages autour de Kupiansk libérés, Radkivka et Kindrashivka, qui étaient utilisés comme points de ravitaillement russes, repris par les forces ukrainiennes. Et ces 200 soldats russes complètement piégés, sans voie de fuite, sans ravitaillement. Ensuite, la réaction en Russie a été révélatrice. Le ministère de la Défense est resté totalement silencieux. Les médias d'État n'ont absolument rien dit sur l'effondrement à Kupiansk. C'est comme s'ils essayaient de maintenir un récit. Tout s'effondrait sous leurs yeux. Mais les blogueurs militaires russes, eux, en ont parlé. Un formateur militaire l'a admis. Profitant du faible contrôle des forces russes sur la ville, malgré des rapports optimistes sur sa capture totale, l'ennemi a lancé une contre-attaque. Une autre chaîne, appelée Groupe des forces occidentales, a été encore plus sévère. Tout va mal pour les forces russes. Maintenant vient la partie qui compte vraiment. Après tout, pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi Poutine a-t-il risqué sa crédibilité avec un mensonge aussi facilement démontable? Et la réponse, c'est... Dans ce contexte diplomatique que j'ai mentionné plus tôt, Poutine était dans une course contre la montre. Il savait que les négociations de paix s'accéléraient. Il savait que la nouvelle administration américaine pourrait faire pression pour un cessez-le-feu. Et il avait désespérément besoin de conquêtes territoriales pour montrer sa force. À la table des négociations, un conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, l'a clairement fait comprendre. Les progrès et la nature des négociations ont été influencés par les succès de l'armée russe sur le champ de bataille ces dernières semaines. Nos soldats russes, par leur victoire, ont contribué à rendre les évaluations de nos partenaires, des étrangers, sur les voies vers un accord de paix plus approprié. En d'autres termes, cela signifie que plus Vladimir Poutine pouvait déclarer de victoire, plus il aurait de pouvoir de négociation pour forcer l'Ukraine à céder du territoire. Mais cette stratégie avait une faille fatale. Elle dépendait du fait que tout le monde croit au mensonge. Le problème, c'est que Vladimir Poutine a commis l'erreur classique de confondre ses propres rapports avec la réalité. Il a annoncé une victoire qui n'existait pas, en espérant que cela deviendrait réalité un jour. Mais la guerre moderne ne fonctionne pas ainsi. Il y a des drones qui filment tout. Il y a des observateurs indépendants. Il y a même le président ukrainien lui-même, qui peut simplement apparaître dans la ville capturée et prouver que c'est un mensonge. Le prix de ce mensonge a été très élevé. Poutine a précisément perdu le pouvoir de négociation qu'il essayait de gagner, au lieu de s'asseoir à la table des négociations en disant « Regardez combien de villes nous avons capturées ». Maintenant, il doit expliquer pourquoi le président ukrainien filmait dans une ville qui était censée être entièrement sous contrôle russe. Pire encore, le schéma s'est répété. Le même jour que la contre-attaque à Kupiansk, la Russie a affirmé avoir capturé une autre ville, Siversk. Même histoire. Des groupes infiltrés dans la zone contestée, un contrôle fictif, une réalité complètement différente sur le terrain. Cela montre un grave problème de la Russie. Le Kremlin est tellement concentré à raconter de belles histoires qu'il a perdu le contact avec ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Il déclare des victoires pour que le peuple russe les voie, et pour mettre la pression lors des négociations. Mais ces victoires s'effondrent lorsqu'elles sont confrontées aux faits. Cette défaite à Kupiansk n'a pas eu lieu seulement sur le champ de bataille. Poutine a perdu lors des négociations, et il a perdu sa crédibilité dans le monde entier. Et il y a un autre problème, un élément ici que beaucoup de gens ne remarquent pas. La Russie subit une pression interne. Des rapports de novembre 2025 montrent que l'argent commence à manquer. Les retards de paiement des salaires augmentent, et l'aide financière aux recrues est en train d'être réduite. Les gouverneurs défient les ordres du Kremlin. Les anciens combattants alimentent des groupes extrémistes, et la criminalité est en hausse. Poutine a besoin que cette guerre se termine selon des conditions qu'il puisse présenter comme une victoire. Mais chaque défaite, comme celle de Kupiansk, rend cela plus difficile. Chaque mensonge exposé affaiblit sa position, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Russie. Ce qui s'est passé à Kupiansk est un exemple clair de la façon dont la guerre moderne fonctionne.
Vous ne pouvez plus déclarer de fausses victoires et espérer que le monde y croit. Avec des drones qui filment tout sur le champ de bataille, avec des présidents pouvant visiter des villes soi-disant capturées, avec des observateurs indépendants vérifiant chaque affirmation, les règles du jeu ont complètement changé. Poutine a essayé de jouer, selon les anciennes règles, contrôle du récit, propagande d'État, déclaration grandiose. Mais ces tactiques ne fonctionnent plus dans un monde où la vérité peut être vérifiée en temps réel, et l'Ukraine en a parfaitement profité. Ils n'ont pas seulement défendu Kupiansk militairement, ils ont transformé le mensonge de Poutine en une arme diplomatique. Chaque fois que Zelensky pointe vers Kupiansk et dit « Regardez, nous sommes toujours là », il détruit le récit russe sur ses avancées rapides. C'est la réalité à laquelle Poutine est confronté maintenant. Il a investi sa crédibilité dans des mensonges qui ont été dévoilés. Il a perdu des soldats, du matériel et c'est plus important encore, il a perdu le pouvoir de négociation qu'il désirait tant, lors des négociations de paix. A cidade que ele declarou A continue d'être défendue par les forces ukrainiennes. La rivière Oskil qu'il voulait établir comme frontière de l'accord reste disputée. La libération de Kupiansk, qui a été rapportée à Vladimir Poutine en novembre 2025, ne sera pas retenue par l'histoire comme un triomphe militaire, mais comme un exemple clair de guerre de l'information moderne. Échec du leadership. Et comment l'arrogance de déclarer des victoires imaginaires peut se transformer en défaites bien réelles, tandis que le Kremlin tente de maintenir une fausse image de victoire. Les tranchées gelées de la rivière Oskil racontent une toute autre histoire. Une histoire écrite non pas dans des déclarations à la télévision, mais dans chaque oléoduc détruit, dans chaque contre-attaque réussie, à chaque visite courageuse d'un président qui refuse d'accepter le récit que l'on veut imposer à son pays. Maintenant, je veux savoir, à votre avis, pourquoi Poutine a-t-il pris le risque de mentir aussi effrontément, sachant qu'il pouvait être si facilement contredit? Laisse ton avis dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment à Kupiansk. Partage avec quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.